Alors, je ne vous répéterai pas le titre, hein, qui est très long. Geneviève l'a fait pour nous. Peut-être juste vous situer ma contribution dans ce projet-là. Alors, j'ai coordonné, dans le fond, l'ensemble du projet de recherche et j'ai, dans le fond, travaillé aux analyses, dans le fond, à l'agrégation des analyses, des données qui ont été collectées. Donc, je vais vous présenter succinctement comment on a procédé, mais avant, alors vous dire pourquoi cette étude sur les réarrangements entre trois secteurs d'activité que sont le secteur public, privé et le tiers secteur. Eh bien, le vieillissement de la population, alors je ne prendrai pas une demi-heure hein, pour vous exposer que c'est une réalité à laquelle font face à peu près tous les pays du monde, mais de façon très originale, dans le sens que le nombre de personnes vieillissantes est très important au Québec et on n'est pas encore rendu là à la pointe supérieure de cette courbe-là, mais les recherches sur le vieillissement sont d'autant pertinentes, aussi parce qu'avec l'augmentation de la population âgée vient aussi l'augmentation de la proportion d'aînés en perte d'autonomie. Il y avait aussi la nouvelle gestion publique là, qui s'immisce dans les modes de gestion et qui nous rappelle souvent aussi l'écart entre le volume de soins, en fait, ce qui est donné comme soins et services et les besoins. Euh, et ce qui est requis, hein, on dit souvent entre le fourni et le requis, il y a un écart. On est arrivé aussi avec ce projet de loi-là tout juste après la mise en œuvre de la loi 10, donc qui voyait à la fusion des C3S en 6 OUSIUS. On avait aussi donc une extension du territoire qu'avaient les C3S. Donc, on passait d'un territoire, disons, plus local à un territoire régional. Et cela appelait, en tout cas, c'était l'hypothèse de départ à une reconfiguration ou réaménagement, dans le fond, des liens entre les divers acteurs présents sur ces nouveaux territoires construits. Alors ici, une petite donnée rapide, juste pour illustrer comment se répartissent les personnes aînées. On parle de 65 ans et plus, et selon qu'elles habitent à leur domicile jusqu'en CHSLD. Les résidences collectives comprennent là, les HLM, les RPA, tout ça, et les ressources intermédiaires. Donc, c'est une répartition qui, François Aubry me disait, qui date un petit peu, là, il y avait oublié de mettre la référence, mais qui est encore probablement assez semblable à la réalité actuelle. Concernant les acteurs du réseau que nous, on a interrogés, donc il y avait d'abord 5 territoires visés qui étaient 5 partenaires ARIMA. On a donc procédé à des entrevues. Alors, notre mode de collecte, c'était exclusivement des entrevues. Donc, avec les 5 directions SAPA, des CCCIUS concernés et les directeurs adjoints qui, le plus souvent, se subdivisent entre ceux qui s'occupent des soins à domicile et ceux qui s'occupent, dans le fond, de l'hébergement. On avait aussi des responsables d'ESAD, donc d'entreprises d'économie de soutien à domicile, d'économie sociale, pardon, d'aide à domicile,
des responsables de ressources intermédiaires, des responsables de résidences privées pour aînés et des responsables de CHSLD privés et privés conventionnés. Et on a ajouté aussi au niveau de nos participants des travailleuses sociales qui relevaient dans le fond, des directions SAPA, mais qui étaient amenées dans leur travail à côtoyer, dans le fond, l'ensemble de ces organisations donc, que je viens de nommer. Il y avait 3 préoccupations, dans le fond, qui ont parcouru ce projet-là. Du tout début jusqu'à la fin, c'était des questions porteuses, des questions aussi qui ont en quelque sorte guidé les analyses qui ont été effectuées. Alors, une première préoccupation, à savoir quels sont les continuums de services qui sont présents et qui facilitent ou contraignent, dans le fond, l'approche populationnelle. Deuxième préoccupation, quels sont les arrangements institutionnels qui ont cours et quel type de partenariat parle-t-on? Parce que c'est un mot bien à la mode, mais ce qu'on met en dessous de ce mot-là, eh bien, on va voir que c'est un peu différent selon l'activité ou le travail des participants. Alors, il y avait quand même des observations qui avaient été faites parce que ce n'est pas un projet de recherche là, qui était totalement nouveau. Il venait comme rassembler, comme je vous disais, plusieurs préoccupations. Alors, on avait observé le développement du mandat du secteur public, donc des organisations publiques, qui semblait opérer un passage ou une transition entre l'organisation qui donne des services à une organisation qui donne des services, mais à des partenaires ou à d'autres organisations. Donc, un passage de prestataire à donateur de services avec en plus un mandat, dans le fond, d'évaluer la qualité des services et des soins qui sont donnés. Il y avait aussi, François avait réalisé plus spécifiquement une étude sur le tiers secteur, donc sur les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile, et il avait déjà observé du point de vue des ESSAD une transformation du mandat avec l'arrivée plus répandue des agences privées. Donc, ça les mettait en concurrence avec cet autre joueur que représentent les agences privées. Ensuite, la privatisation des services. Alors, c'était une observation en filigrane de projets de recherche qui avaient été menés et qui provoquaient des inégalités d'accès aux services pour les aînés. Alors, dit autrement, le public, on le voyait se retirer de plus en plus de certaines activités qu'il faisait auparavant, qu'on pense par exemple pour l'aide pour les AVD, les activités de la vie domestique qui étaient réalisées par les auxiliaires de santé et de services sociaux auparavant, mais qui a été avec le temps délégué, si on veut, aux organisations communautaires puis aux ESSAD. On observait aussi de ce que nous disaient les aidants. Dans le cadre de cette étude-là, on n'a pas interrogé de proches aidants, mais on avait dans d'autres études bien identifié à partir des propos des aidants qu'ils sentaient qu'il y avait de plus en plus de pression qui était mise sur leurs épaules. Par ailleurs,
les processus de gestion des situations que rencontrent, dans le fond, les intervenants des SAPA, là, des services d'aide pour les personnes aînées. On voyait aussi que on voulait gérer dorénavant avec les trajectoires, donc identifier des trajectoires types en fonction des problèmes, mais que ça tournait beaucoup autour des hospitalisations, que ce soit avant ou après l'hospitalisation. Donc, c'était un moment qui semblait être important pour penser les trajectoires. Déjà avant la réforme, et c'est ce qu'on voulait aller valider aussi, il y avait une espèce de conjugaison rendue nécessaire entre des interventions pour préserver la santé physique, mentale, mais financière aussi des organisations. Donc, ce qui nous a amené dans le cadre de ce projet-là à documenter l'articulation de ces réseaux de soins et de services, bon, comme on l'a mentionné, public, privé et du tiers secteur. Plus spécifiquement encore, pour ces services et soins offerts aux personnes âgées de 65 ans et plus. Et comme je vous disais, on était là vraiment au lendemain de la mise en œuvre de la loi 10. Donc, on voulait voir si dans les tout premiers temps de l'application de la loi 10, il y avait des impacts sur l'articulation justement de ces réseaux-là, sur les arrangements qu'on pouvait attribuer donc à la réforme de 2015. L'étude s'est déroulée en 2017, mais au tout début 2017 et 2019. Donc, je vous dirais que les organisations n'avaient pas fini de métaboliser le changement. Ils étaient encore pas mal là, dans les réorganisations internes, il y avait encore des postes qui n'avaient pas trouvé preneur. Bon, alors, c'est pas là mai 2015, mais quand même, c'était encore très récent et pas achevé, il va sans dire. On a recueilli donc le point de vue de 56 acteurs dans les 5 territoires d'Arima, comme je l'ai mentionné. Je vous les ai présentés tantôt, là, quel type de participants on avait. Puis là, vous voyez comment se sont ventilés, dans le fond, par groupe de participants. Donc, notre échantillon. Et la participation des partenaires, là, Arima, c'est surtout acté au niveau du recrutement. Alors, voilà. Donc, je passerai, si vous avez des questions sur la méthode puis comment on a procédé, là, vous pourrez formuler vos questions. J'y répondrai. Souvent, on prend beaucoup de temps pour ça, puis on n'a plus de temps pour les résultats. Donc, plongeons dans les résultats. Et puis aussi, vous mentionnez que Geneviève me surveille parce que je lui ai dit que moi, mon problème, c'était le respect du temps. Donc, elle va me faire signe là. Quand le temps va être près de sa conclusion. Alors, on y va dans la présentation des résultats par groupe de participants. Alors, on a suivi cette logique-là pour aujourd'hui. Au niveau des directions SAPA, que ce soit les directions générales ou directions adjointes, voici les principaux résultats. Hein. Je vais vous dire, c'est un rapport de recherche qui pourrait avoir facilement près de 200 pages, là, en incluant les verbatims et tout. Ça a été extrêmement riche, mais je vous livre aujourd'hui les principaux résultats.
Alors, une plus forte standardisation, hein, c'était un des objectifs de ces fusions-là, appuyer sur la base de la valeur de l'équité. Alors, standardiser permettrait une plus grande équité. Donc, mais cette standardisation-là, c'est faite surtout au niveau régional. Alors, Césius couvre un territoire qu'on va ici qualifier de régional et une standardisation voulue aussi au niveau provincial, mais qui s'est actée au détriment, dirions-nous, de l'autonomie et du territoire local. Autonomie, là, on entend par là la marge de manœuvre des organisations. Ensuite, du point de vue de ce groupe de participants, euh, les objectifs de résultats à respecter en lien avec les nouveaux mandats élargis et de la reddition de comptes accrue sont essentiellement chiffrés et sont remises au ministère là, de manière régulière. Les mandats, le mandat de reconstruire les relations partenariales avec cette nouvelle définition territoriale représente des défis donc pour les directions SAPA. Et ça fait aussi que il y a une relation de services inégale. Alors, ça pouvait bien fonctionner dans un réseau local de services donnés, mais dans celui d'à côté, il y avait une historique plus difficile ou plus. Donc, ça fait beaucoup de diversité pour les gestionnaires de CIS et de CIUS. Plusieurs ont noté aussi un lien complexe entre les CIUS et les ESSAD et les RPA dans la dotation de services directs à la personne. Encore là, ça semble irrégulier et parfois difficile de distinguer ce qui relève de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, il y a un enjeu crucial avec les RPA, les ressources pour personnes aînées, les ressources privées, spécifiquement pour préciser leur contribution dans la trajectoire des patients qui sont hospitalisés. Pardon. Alors, il y a des risques de rupture de continuité parce que, par exemple, l'hôpital ne veut pas transmettre d'informations sur la situation de la résident qui est hospitalisé parce qu'ils ne sont pas des membres de la famille, ils ne sont pas des professionnels, donc c'est difficile aussi de leur point de vue à eux. Une priorité pour les directions, attirer et retenir du personnel, surtout en CHSLD, au moment où on a fait les collectes, et cela en raison de l'image médiatique. Certains nous ont dit que même il y a des préposés qui travaillaient en CHSLD et qui n'osaient pas préciser cela même auprès des membres de leur famille, parce qu'il y avait une cabale un peu médiatique que si tu travailles en CHSLD, tu es maltraitant, t'es pas, bon, etc., etc. Donc ça, c'est un enjeu particulier. Au niveau des ESSAD, il y avait une question qui revenait souvent, c'est comment rester des partenaires, parce que le partenariat entre ESSAD C3S, là, avant la fusion, c'est un partenariat historique. Hein, c'est une longue habitude de travail ensemble, mais il y avait une ambiance de concurrence qui venait questionner ce type de partenariat. D'ailleurs, derrière ou au-delà du langage des CIS et des CIUS à l'endroit des ESSAD pour dire ce sont des partenaires privilégiés, etc., les responsables des SAD décodaient qu'il y avait aussi une certaine relation de pouvoir qui s'immisçait dans cette
affirmation-là parce que régulièrement, les directions disaient, ben, on est bien prêt à vous donner des contrats, mais nous, notre obligation, c'est de rendre les services au coût le moins cher, le moindre possible. Il y avait aussi une perception de devoir donc abandonner la mission locale et sociale qui était dévolue aux ESSAD pour entrer, hein, s'ils voulaient jouer le jeu, dans une, si vous me permettez l'expression, une game plus, on va dire, financière ou commerciale. Les marges de manœuvre étaient aussi variables selon les ESSAD et pour plusieurs, ben, pour réussir à survivre et à essayer de mettre en œuvre leur mission d'aide, ben, ils avaient dû jouer ce qu'ils appelaient jouer le jeu des AVQ, c'est-à-dire diversifier leur offre de services, mais ça quand même, c'était coûteux en termes d'investissement, pas seulement financier, mais c'était vraiment un autre type, un changement important pour eux. Ils ont noté aussi un manque relatif de communication et de coordination suite à la fusion. Alors, par exemple, les tables de concertation ont été suspendues. Ils ne savaient plus à qui se référer parce que là, tout le monde avait changé de chaise. Donc, eux, ils ont exprimé vraiment des conséquences à la fusion là, qui étaient présentes dans leur quotidien. Et eux aussi ont souligné la pénurie de personnel qu'ils avaient et des relations conflictuelles donc entre le personnel des ESSAD et le personnel du CLSC ou du SAPA, parce que souvent, ils étaient appelés à faire le même genre de travail, hein, avec l'ajout des AVQ, mais il y avait des critères pas trop clairs et aussi une fuite du personnel des ESSAD qui se disent, ben, si on est bon, nous, pour faire les AVQ en tant qu'employés des ESSAD, pourquoi pas tenter notre chance au CLSC où nos conditions de travail, notre salaire sera meilleur. Donc, encore ici, des enjeux au niveau des ressources humaines. Pour les RPA, donc, partenariat complexe aussi avec les CIS, les CIUS. Bien qu'ils estiment avoir une place stratégique dans les trajectoires des patients, particulièrement les patients qui ne veulent pas rentrer dans le réseau institutionnel, hein, qui disent non, non, le CHSLD, comme je disais tantôt, à cause aussi de l'effet médiatique, ben, ce n'est pas des bons lieux pour moi, je vais tout faire pour ne pas aller là. Bon. Les enjeux aussi de connexion ou entre les RPA et les CIS, donc, par exemple, le rôle des travailleuses sociales, des services SAPA, ben, font parfois du suivi d'usagers, mais sont beaucoup présentes ou quand il est question de relocalisation ou de demander du soutien financier pour le rehaussement de services en attendant l'hébergement, en attendant l'hospitalisation, en attendant une relocalisation, etc. Les enjeux aussi, au niveau, comme je l'ai dit, des personnes de référence, au niveau managérial, mais aussi pour que les RPA, il y a toute une procédure assez lourde, semble-t-il, pour qu'ils accèdent à leur certification. C'est pas évident de comprendre toutes les procédures dans le réseau. Il y a aussi, ils sont confrontés, des fois les gens, ils entrent en RPA puis ils sont relativement en forme avec le temps. La situation se détériore. Alors, il y a quand même eu des expérimentations dans certains de nos 5 milieux là, où on a désigné une personne pour aider les RPA, mais ce n'est pas partout.
Des marges de manœuvre variables aussi parce que certains considéraient que les CIS et les CIUS ne respectaient pas les limites de leur organisation. Ils se sentaient forcés, par exemple, à donner des services au-delà de leur capacité. Et puis, ici aussi, l'attraction et la rétention des préposés ou bénéficiaires, ou peu importe comment on les appelle, de ces préposés pour les RPA avec service, alors qui offrent ces services-là, il y a des enjeux importants au niveau du salaire, des conditions de travail, où les préposés se comparent toujours à ce qu'il y a, à ce qui se passe dans le public. Voilà. L'IRI, je vais aller ressources intermédiaires, donc je vais aller peut-être un peu plus rapidement, mais le partenariat encore là n'était pas évident. Il se sentait davantage dans un rapport d'exécution plutôt qu'un rapport de réel partenaire. D'ailleurs, souvent on est oublié. Puis là, je me disais en préparant cette présentation-là, pensons aux événements dans lesquels on est là avec la COVID. Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler des RI? Pas vraiment. On n'a pas entendu parler en état de crise, mais ils sont là, mais c'est comme un peu une tâche aveugle là, dans le type de ressources. L'autre chose peut-être importante, ils ont beaucoup souligné le double processus d'évaluation. C'est bien l'évaluation, mais eux, ils sont soumis à une double évaluation qu'ils qualifient de rigide et d'incohérente. Ils ont une évaluation pour l'orientation des personnes. Alors, c'est la même évaluation pour savoir si la personne va demeurer à domicile, va s'en aller en CHSLD ou en RI. Donc, c'est l'évaluation prestée à l'aide maintenant de ce qu'on appelle les outils de cheminement clinique informatisés. Et il y a une deuxième évaluation qui est faite pour déterminer le financement. Et il disait bien souvent, ça ne correspond pas avec le profil ISO-SMAF et l'évaluation pour le financement. Ici aussi, un enjeu de manque de personnel et des personnes dont le profil s'alourdit, mais qui doivent continuer à desservir parce qu'il manque de place. Les CHSLD privés et conventionnés, et privés. Alors, l'enjeu a été surtout pointé au regard de la qualité des services. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ni comme ils le veulent. Ils sont soumis à des critères déterminés par les CIS, les CIUS et ultimement par le ministère. Ils ont une clientèle moins autonome que ce qu'ils croyaient. Ils ont aussi un cadre réglementaire très contraignant de leur point de vue. Communication difficile, partage d'informations encore là difficile, un peu pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées pour les RPA. Puis une difficile adéquation des services qu'ils peuvent faire avec les besoins des résidences. Et encore là, le manque de personnel, mais c'était vraiment là, ça revenait pour chacune des organisations. On termine ici pour les résultats avec le dernier groupe qui était les travailleuses sociales, donc sous la direction SAPA, ou relevant, pardon, de la direction SAPA. Alors, elles ont toutes mentionné, puis je le mets au féminin parce qu'elles étaient toutes des femmes, hein, c'est une profession très féminisée. Donc, une tâche complexe que celle de coordonner les situations, notamment avec les RPA et les agences privées, parce que c'est difficile d'avoir des retours d'informations. Les effets de la réforme, pour elles estiment que c'est moins de marge de manœuvre dans les actes à réaliser. Et ce qu'elles veulent dire par là, au moins deux choses. Alors, quand l'hôpital fait une demande, on doit tout laisser tomber et prioriser la demande pour congé d'hôpital. Et aussi,
Le fait que ça prend beaucoup de temps, ils sont toujours comme des pompiers à éteindre les feux et tout ce qui concerne le suivi, des interventions plus préventives, de soutien, par exemple, aux proches aidants, et bien, de plus en plus, ils délèguent ce genre d'intervention-là à des organisations communautaires. Ils n'ont plus, pas parce qu'ils n'aiment pas ça, mais parce que ça ne rentre plus dans l'agenda. C'est pas tant eux aussi qui ne savent pas quoi faire, mais ils ont une incapacité de faire. Et l'hôpital, ça demeure un maillage complexe parce qu'on a beau avoir fusionné les administrations, les gens de l'hôpital, du point de vue DTS, continuent à agir comme avant. Ils disent il faut trouver les moyens de privilégier nos liens avec les familles et les organismes communautaires, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, il me reste moins de 5 minutes maintenant, donc pour la discussion. La loi 10 n'a pas nécessairement été présentée comme une cause majeure de transformation. Hein. C'est comme si les transformations qui avaient lieu dans la période de nos collectes de données, la loi 10, elle n'est pas venue tout mettre par terre, puis on recommence. Donc, il y avait des choses déjà amorcées qui se poursuivaient, mais il y avait quand même, semble-t-il, un lien à faire, une corrélation entre la mise en concurrence des ESSAD et des agences privées qui a été comme accrue avec la mise en œuvre de la loi 10, l'élargissement des territoires de services là, au détriment du territoire vécu, ça, c'était clairement attribué à la réforme de la loi 10. Il y avait des tendances plus larges, bien sûr. Qu'est-ce que je retiendrai ici? Par exemple, les directions SAPA ne répondent pas à un mandat d'animation du réseau territorial de services. Alors, l'animation, la coordination du réseau, mais il y a eu comme une préséance de son mandat d'octroyer des contrats. Donc, de trouver des partenaires, et là, ce n'est pas moi qui dis ça, on l'a entendu dans les entrevues, des partenariats d'affaires. Alors, les partenariats aussi, c'est comme, dans le fond, les résultats l'ont montré, hein, c'est peu une construction horizontale. C'est très vertical et ça part du ministère, ça passe par les CIS et puis après par les organisations, on va dire, dans la communauté, qu'elles soient privées ou communautaires. La recherche de stratégies pour rendre plus efficace notamment les transferts post-hospitalisation, bien, plus efficace, c'est le plus souvent entendu comme plus rapide ou plus vite. Et il n'y a d'ailleurs pas vraiment de données qui sont collectées sur les résultats des manières de faire. On a sorti tant de gens de l'hôpital, c'est le résultat qui est communiqué. Comment ça s'est fait? Est-ce que les gens ont dû revenir à l'hôpital parce que ça s'est mal fait, ces congés-là? On n'a pas de données là-dessus au ministère. Ensuite, bon, le rôle pivot de l'hôpital, je pense qu'on en a beaucoup fait mention. Et le manque de main-d'œuvre préposée et toutes les déclinaisons, les autres manières de les nommer, là, qualifiées, demeure une préoccupation centrale pour l'ensemble des organisations. Alors, dans les perspectives futures, c'est la dernière diapo, garder le secteur public comme évaluateur de la qualité des services. Est-ce que c'est une bonne idée? On a fait un lien avec des événements plus récents. Hein, le CHSLD Heron à Montréal était accrédité. Et de par son accréditation, il devait en principe fournir des services de qualité. Donc, je ne reviendrai pas sur le désastre de la chose, mais ça nous permet de questionner ce rôle ou ce mandat d'évaluation de la qualité par les CIS et les CIUS.
Réactiver, repenser l'animation, la coordination, la concertation des réseaux. Alors, c'est une perspective à prendre en compte certainement et deux failles à réparer, soit celle de penser l'évaluation en termes de dialogue entre l'évaluateur et l'évalué, et non pas une sanction comme ça, sans discussion, et accroître le financement des partenaires externes, notamment pour accroître le salaire des personnes chargées de réaliser les mêmes services d'assistance personnelle, que l'on soit dans le public, dans le privé ou dans le communautaire. Il y a un pas qui a été fait récemment, mais il y a encore des inégalités.